d'arachide bien sûr, et dans notre rubrique point de vue, nous poserons la question de l'indépendance de la justice sénégalaise à la lumière des dernières déclarations du président Bassirou Diomaye Faye, du ministre de la Justice Ousmane Diagne ou même du magistrat Alioune Niane de la Cour des comptes. À la mise en onde de cette édition, Abdoulaye Diop. D'abord, cette découverte macabre à Yeba, dans la commune de Sébikotane, département de Rufisque. Un homme nommé Souleymane John, âgé d'une cinquantaine d'années, a été retrouvé sans vie dans sa chambre ce lundi aux environs de 20 heures. Les circonstances de son décès restent pour l'instant inconnues. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour récupérer le corps et des investigations sont en cours pour déterminer les causes exactes de la mort. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. L'hôtel de ville de Dakar sous tension. Une session ordinaire est convoquée cet après-midi par le conseil municipal pour délibérer sur le fonctionnement de la mairie. Le directeur de cabinet du maire de Dakar déplore une forte présence policière ce matin sur les lieux. Moussa Taye explique que la requête en annulation de l'arrêté préfectoral notifiant à Barthélémy Dias sa démission en tant que maire de Dakar déposée auprès de la Cour suprême n'a toujours pas été vidée. Moussa Taye est interrogé par Anna Rocha. Ce point relatif à une nouvelle élection ne peut pas être inscrit à l'ordre du jour. Pour la bonne et simple raison qu'il n'appartient pas au maire intérimaire de convoquer le conseil pour élire un nouveau maire. C'est dont il s'agit. C'est que le maire intérimaire, exerçant les pleins pouvoirs, a l'obligation de tenir un conseil municipal ordinaire tous les 3 mois. C'est pourquoi le maire Ngouane aujourd'hui a convoqué le conseil municipal pour s'appuyer sur des points relatifs au fonctionnement de la ville de Dakar. C'est donc un conseil qui se tient normalement en vertu des dispositions de l'article 144 du Code général des collectivités locales. Lorsque nous avons fait le bureau municipal, nous avons transmis au préfet le procès verbal, indiquant clairement que le conseil municipal se réunira en session ordinaire le 8 avril à 16h. C'est un conseil tout à fait ordinaire. Il y a environ 5 camions de police et de GMI à l'intérieur de la ville. Nous étions quand même un peu habitués à la présence, mais j'avoue que le dispositif a été allégé. Mais aujourd'hui, nous constatons également une forte présence de la police au sein de la ville. Je ne vois pas l'utilité de la police au sein de la ville, d'autant plus que la mairie fonctionne normalement, les gens vont librement à leurs occupations et le conseil peut se réunir librement. Donc je déplore une fois de plus encore cette présence policière au sein de l'institution municipale qui n'a pas sa raison d'être. Je l'avais déjà dit à un interparlement de l'intérieur, le général Sine, il faut respecter le droit des citoyens et le droit des conseils municipaux. Le conseil est souverain. Aujourd'hui, où en est le contentieux au niveau de la Cour suprême? Nous sommes toujours en attente du délibéré de la Cour suprême. Nous sommes optimistes, espérant que le contrat sera dit et que le maire Barthélémy Dias sera remis dans ses droits. Nous avons interrogé un spécialiste de la décentralisation sur la non-inscription à l'ordre du jour de l'élection du nouveau maire. Amadou Seignan se dit en porte-à-faux. Il est joint par Awambaye. Il est clairement dit qu'à la session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement définitif du maire, définitivement empêché. Donc c'est pour la prochaine convocation? Oui, les sessions, c'est tous les 3 mois. La dernière session du conseil municipal, c'était en décembre et ça a été clôturé le 28 décembre. Donc, obligatoirement, la prochaine session est arrivée. Donc, le maire a convoqué et le bureau municipal a établi un ordre du jour où on n'a pas vu le point concernant le remplacement du maire, ce qui est illégal. Il faut impérativement que le maire, en tout cas le préfet, enjoigne le maire à mettre ce point dans l'ordre du jour, ou à défaut le jour de l'ouverture, c'est-à-dire aujourd'hui, cet après-midi, que tout conseiller municipal peut modifier ou amender l'ordre du jour et demander devant le préfet que ce point soit inscrit à l'ordre du jour. C'est ce que la loi a prévu. Les sessions, c'est les sessions ordinaires, c'est tous les 3 mois. Les sessions extraordinaires, ça peut arriver n'importe quand sur demande du préfet, sur demande de la moitié des conseillers ou si le maire le juge utile.
c'est pas ce qu'a dit la loi. La loi dit à la session ordinaire suivante. C'est arrivé. Restons avec l'actualité des collectivités territoriales. Le conseil départemental de Keur-Massar fait face actuellement à beaucoup de problèmes, dont 2 ans d'arriérés de location pour son siège, retard de salaire de ses agents également. Selon Babacar Gueye, son président, toute cette situation est due à un faible budget de fonctionnement qui s'élève à quelques 330 millions de francs CFA. Il demande donc au ministère des collectivités territoriales de bien doter la commune de Keur-Massar à propos de la hausse de 5,5 milliards des fonds de dotation également. Aminata Ba. Le manque de ressources financières est une vraie équation pour le conseil départemental de Keur-Massar en raison de son faible budget, ce qui entraîne d'ailleurs 2 ans d'arriérés de loyer et des problèmes de paiement des salaires des travailleurs. Babacar Gueye est le président. Le département de Keur-Massar, avec tout ce qu'il y a comme priorité, on se retrouve avec un budget de 330 millions pour le fonctionnement du conseil départemental. Pratiquement, nous peinons à payer même les salaires. Et le bâtiment que nous occupons, c'est un bâtiment aujourd'hui qui nous coûte un peu cher. Et nous l'avons loué pour pouvoir avoir des bureaux pour fonctionner. Ce bâtiment nous coûte 17 millions pour l'année. Nous avons même des problèmes pour payer le loyer. Cependant, le président du conseil départemental de Keur-Massar se réjouit de l'annonce faite par le ministre des collectivités territoriales relative à la hausse de 5,5 milliards des fonds de dotation. Babacar Gueye souhaite que Keur-Massar soit mieux servi afin de pouvoir faire face au nombre de défis dans le département. C'est que le budget soit revu à la hausse, surtout par rapport à ces fonds de dotation-là, parce que le département de Keur-Massar en a besoin véritablement. L'érection de Keur-Massar en ville, une autre doléance du président du conseil départemental. Nos défis, nous ne pouvons pas les relever sans une ville, parce que le département n'a pas de recettes de fonctionnement. Et là aussi, nous demandons aux autorités s'il est possible de diriger le département de Keur-Massar en ville. On va applaudir. Keur-Massar a été érigé en département en 2021, mais jusque-là, l'aménagement des infrastructures sociales de base pose problème. Le président du conseil départemental invite les autorités à investir davantage dans la localité. Aminata Ba, Keur-Massar, Radio Futurs Médias. RFM, la radio de toute l'actualité. Interprétation de la loi d'amnistie, l'Alliance pour la République dépose ce mardi son recours devant le Conseil constitutionnel, recours porté par le groupe parlementaire Taku Wallu Sénégal. Selon une source au sein de l'APR, des députés non inscrits ont rejoint l'initiative. L'opposition parlementaire demande au Conseil constitutionnel de déclarer cette loi contraire à la Constitution au regard de son caractère partial, sélectif et contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Bien sûr, nous reviendrons sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Des parlementaires réunis autour des questions de droits humains. Il s'agit d'une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme. Pour la présidente, certes, des efforts ont été faits pour la préservation des droits de l'homme, mais il y a encore des efforts à faire. Les représentants du peuple ont aussi informé de l'avancée de notre pays sur ce sujet. Amsatou Sow Sidibé avec Fama Dione. Vous savez, tous les 4 ans et demi, le Sénégal est jugé par la communauté internationale des droits de l'homme pour voir quelle est la situation des droits de l'homme dans le pays. Alors, le dernier examen a eu lieu en 2024 et le Sénégal s'était vu présenter 322 recommandations pour pouvoir être considéré comme étant un pays des droits de l'homme. Sur les 322, 299 ont été acceptés par le Sénégal. 23 autres ont été notés. Alors aujourd'hui, il est question, en relation avec l'Assemblée nationale, avec les députés, de travailler sur le mécanisme de l'EPU, voir comment faire pour que le Sénégal arrive à respecter les recommandations qui lui ont été faites. Ce sont des principes des Nations Unies, dits principes de Belgrade, qui exigent qu'il y ait une relation étroite entre le Parlement et l'institution nationale des droits de l'homme. Le Parlement s'y acquitte de façon heureuse parce que nous sommes soutenus par les députés. Donc aujourd'hui, il est question de voir comment faire pour arriver à satisfaire la communauté mondiale des institutions nationales des droits de l'homme
pour qu'on arrive à montrer à la face du monde que le Sénégal a été et est encore un pays des droits de l'homme. 12h11. Depuis quelques minutes, le directeur du département Afrique du FMI fait face à la presse. Notre reporter Seydou Nourouba est déjà sur place. Premières informations, il ne s'agirait pas du tout d'un nouveau programme avec le Sénégal, entre le FMI et le Sénégal, mais de voir comment boucler le dossier relatif aux chiffres falsifiés de l'économie sénégalaise, des mesures qui seront ensuite remises au conseil d'administration du FMI. Pas de nouveau programme donc tant que le FMI n'y verra pas plus clair en ce qui concerne ce qui s'est passé et demander au Sénégal de proposer des mesures correctives. C'est ce que nous dit Seydou Nourouba qui est sur place et bien sûr nous reviendrons sur cette conférence de presse très importante dans nos prochaines éditions. En attendant, faisons le point sur la campagne agricole avec la reprise des exportations depuis le 25 mars dernier. Derrière la réouverture du marché, des paysans voient une tentative de masquer l'échec de la Sonacos qui serait loin de ses objectifs d'achat. Ils ruent dans les brancards et soutiennent être abandonnés à leur sort. Mohamed Ali Mouba. Bassirouba de Ars Numomel dresse son bilan sombre de la campagne arachidière. Sonacos avait un objectif de 300 000 tonnes, mais elle est loin du compte. Yagouldara nous déclarait 200. Regardez bien, au début, Sonacos avait un objectif 1 million de tonnes, ce qu'ils avaient dit. Ensuite, 500 000, on est passé de 500 000 à 300 000. Bon, tout le monde sait qu'ils n'ont même pas eu 100 000 tonnes, ça c'est clair. Et ça se sent sur le marché. Et je pense que le Premier ministre et le Président de la République devraient faire attention aux chiffres qu'on leur donne. Le président du syndicat des cultivateurs, maraîchers et éleveurs embauche la même trompette. Les chiffres de Sonacos ne tiennent pas, selon lui. Nous, on est dessus, très dessus même, carrément. La Sonacos a tout fait pour empêcher les acteurs d'accéder au marché, les autres acteurs. Les Chinois ne sont pas venus, les autres n'ont pas accédé au marché. Et voilà, cela donne ce que ça donne aujourd'hui. Beaucoup de paysans n'ont pas pu vendre leur grain d'arachide. Il y a une mévente. Le collectif des exportateurs d'arachide n'a pas le même avis. Pour Habib Thiam, Sonacos a bel et bien atteint ses objectifs de départ. La Sonacos a collecté à un niveau record. Les 2 dernières années, la Sonacos n'a jamais atteint ce record. Et je pense qu'après évaluation de la campagne de commercialisation, on va améliorer ou bien on va corriger les impacts. Et nous, on démarre les exportations. Je pense que c'est une bonne chance pour qu'on puisse collecter assez pour pouvoir quand même exporter parce qu'on est toujours les leaders dans le cadre de la commercialisation. Des experts sont sceptiques. Beaucoup soutiennent que Sonacos n'a pas l'outil industriel nécessaire pour triturer, travailler et transformer toutes les graines dont elle dit disposer. Émigration clandestine, un phénomène qui doit interpeller toutes les couches selon le préfet de Foundiougne. Ce département est de plus en plus pris d'assaut par des migrants clandestins et autres passeurs. Des centaines d'individus ont été interpellés dernièrement. L'association des anciens sous-préfets du Sénégal a fait le déplacement sur Foundiougne pour sensibiliser les jeunes et les parents. Aminata Goudjabi. Dans le département de Foundiougne, les forces de l'ordre n'ont presque pas de temps de répit. La traque des migrants clandestins s'est intensifiée ces derniers mois. Résultat, des centaines de candidats à ce voyage dangereux vers l'Europe ont été interpellés dans la zone. Jean-Paul Malik Faye, préfet du département de Foundiougne. Rien que pour ce mois de mars passé, c'est 333 candidats à l'immigration clandestine qui ont été interpellés par la gendarmerie et la marine. Pour l'année écoulée, il y a 210 migrants qui ont été interpellés par la gendarmerie et la police des frontières de Karang. Mais au-delà de ces chiffres, il y a beaucoup de pirogues qui ont chaviré en pleine mer. Ici à Foundiougne, on a connu beaucoup de décès. Il y a encore du chemin à faire dans la lutte contre la migration irrégulière. Les jeunes doivent davantage être sensibilisés, les parents également.
également. Certains parmi eux encouragent leurs enfants à tenter l'aventure. C'est pourquoi nous voulons encore une fois lancer un appel à tous ces parents aussi qui sont complices de ce phénomène. On constate également qu'il y a de plus en plus de femmes accompagnées d'enfants. Donc c'est pourquoi nous voulons encore une fois lancer un appel à toute la population. Parce que ce combat, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État. L'association des anciens sous-préfets du Sénégal s'implique également dans la lutte contre le phénomène. Elle a initié sur le quai de pêche de Foundiougne une journée de mobilisation pour dissuader les jeunes tentés de plus en plus par ce voyage clandestin. Bafo Dekalo, président de l'association. Il est très bien possible de réussir ici au Sénégal parce que l'État a dégagé des perspectives. L'immigration irrégulière n'apporte que des déceptions avec son corollaire de décès. Il faudra que nous apportions notre contribution dans le cadre de la sensibilisation. Le département de Foundiougne est de plus en plus pris d'assaut par les migrants clandestins et les organisateurs de ces voyages. Sa position géographique, ses localités frontalières avec d'autres pays et sa grande partie insulaire en sont la raison, mais les forces de défense et de sécurité veillent au grain, selon des autorités administratives. Aminato Goudjabi, Fatick FM. Et puis, je vous le disais dans les titres, recrutement spécial de 2000 enseignants après la phase de présélection. Les dépôts physiques se poursuivent jusque ce mardi pour certaines inspections d'académie et de l'éducation et de la formation. Après un premier délai de clôture qui était fixé au 3 avril, certains candidats présélectionnés ont manqué d'aller effectuer cette procédure avant la sélection définitive des 2000 enseignants. Koumba Sandiane Faye. Les candidats présélectionnés devaient recevoir un message les invitant à déposer leur dossier à l'inscription de l'éducation et de la formation que chacun avait choisi lors de l'inscription. Dépôt démarré depuis le 26 mars et qui avait comme date butoir le jeudi dernier, le 3 avril. Délai qui avait été prolongé jusqu'à aujourd'hui, 8 avril, dont certaines IF. Beaucoup d'IF ont bouclé ces dépôts physiques ayant atteint le nombre qui leur a été indiqué, un nombre qui dépend du total des candidats qui ont été présélectionnés dans l'IF en question. À l'IF de Dakar Plateau, par exemple, à la date du 5 avril, l'inspection avait reçu 15 dépôts sur 17 pour le préscolaire et l'élémentaire et 30 dépôts sur 35 pour le moyen secondaire. Globalement, l'IF de Dakar Plateau avait reçu 45 dossiers sur les 52 candidats présélectionnés dans cette circonscription. Une autre IF, Diamniadio, là, jusqu'à la date du 3 avril, 20 dépôts ont été effectués pour le préscolaire et l'élémentaire et 4 pour le moyen secondaire. À l'IF des Almadies, sur 38 inscriptions et présélectionnés, 24 candidats ont déposé et jusqu'à aujourd'hui, 10 manquent à l'appel. Question, savent-ils qu'ils ont été présélectionnés ou ont-ils désisté? Il n'y a pas de publication de liste des candidats présélectionnés, non plus de communication sur le nombre de candidats présélectionnés. Cela aurait dû se faire pour des questions de transparence. Dernièrement, le syndicat national des enseignants du privé du Sénégal a alerté sur la procédure de présélection. Des non-diplômés seraient présélectionnés au détriment d'autres détenteurs d'un diplôme d'enseignement. La COSYDEP a aussi invité les services du ministère de l'Éducation nationale à éviter de faire revenir ce qu'on appelait les quotas sécuritaires avec ce mode de recrutement de ces 2000 enseignants. Au total, 164 772 candidatures ont été enregistrées au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Et il a fallu 2 mois pour enfin passer à cette étape de présélection. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Georges Détié Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Crise diplomatique entre l'Algérie et le Mali. La tension est montée d'un cran entre les deux États. Les deux pays sont au bord de la rupture diplomatique. Alger et Bamako ont fermé successivement leur espace aérien à tous les vols en provenance ou à destination de l'autre pays. Le ministère malien des Transports et des Infrastructures a annoncé lundi 7 avril 2025 la fermeture immédiate de l'espace aérien national à tous les aéronefs civils et militaires en provenance ou à destination de l'Algérie. Une mesure présentée comme une réponse directe à la décision algérienne intervenue quelques heures plus tôt. Dans son communiqué, le gouvernement malien justifie cette mesure par la persistance du régime algérien à parrainer le terrorisme international, parlant d'une réciprocité face à ce qu'il considère
considère comme une hostilité manifeste. Peu avant cette annonce, Alger avait fait savoir par un communiqué du ministère de la Défense nationale qu'elle fermait son ciel au Mali. L'Algérie accuse Bamako de multiples violations de son espace aérien par des drones militaires, affirmant avoir abattu un appareil malien dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 près de Tinzaouaten, après 2 précédentes incursions les 27 et 29 décembre 2024. Dans un langage particulièrement virulent, le gouvernement algérien a qualifié les autorités de transition maliennes de cliques putschistes, incapables de mener une lutte antiterroriste efficace, et dénoncé le recours au mercenariat. Alger a également exprimé sa désapprobation vis-à-vis de l'alignement du Burkina Faso et du Niger sur les positions de Bamako, avant de rappeler ses ambassadeurs au Mali et au Niger, tout en reportant la prise de fonction de son nouvel ambassadeur à Ouagadougou. Ces rappels diplomatiques algériens sont survenus en réponse à la décision rendue publique quelques heures plus tôt des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel de rappeler leurs ambassadeurs à Alger. Cette séquence marque une nouvelle étape dans la dégradation des relations diplomatiques entre l'Algérie et les régimes militaires de l'AES. Sur le plan pratique, cette fermeture réciproque des espaces aériens affecte directement les liaisons commerciales. Air Algérie avait repris ses vols vers Bamako le 2 décembre 2024 après une suspension intervenue en septembre de la même année. Le président tchèque est en visite en Mauritanie. Petr Pavel est à Nouakchott depuis dimanche, une visite qui, selon le colonel des armées mauritaniennes Bouhari Mohamed Mouemel, va renforcer la coopération bilatérale et militaire entre les 2 pays. Il est interrogé par Mohamed Diop. Il y a une coopération militaire entre la République tchèque et la Mauritanie. Une coopération militaire tout à fait particulière parce qu'elle revêt un aspect bilatéral. Il y a des soldats tchèques, des assistants militaires tchèques qui viendront en Mauritanie dans le cadre de la formation. Ils aideront à la formation de certaines unités mauritaniennes en portant l'uniforme de la force armée tchèque. Mais un autre aspect, c'est que cette action est menée et par ailleurs au nom de l'OTAN. C'est l'OTAN qui a demandé à la République tchèque de l'exécuter au profit de la Mauritanie. Autrement dit, cette coopération est à la fois bilatérale parce que les soldats travaillent sous l'uniforme de leur pays, c'est leur pays tchèque qui les a envoyés. Elle est aussi multilatérale parce que c'est financé et demandé par l'OTAN. Donc c'est assez intéressant et assez original. Depuis 2021, l'OTAN a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer les capacités de défense en Mauritanie, y compris dans les domaines de la sûreté maritime, du renseignement et de la lutte contre les armes légères. La crise dans l'est du Congo, la médiation qatari se poursuit. Le gouvernement congolais et le M23 se retrouvent demain au Qatar pour des pourparlers. Ces négociations entretiennent à la fois l'espoir et la méfiance à Goma, dans l'est où le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda a considérablement progressé ces dernières années. En RDC, toujours le dernier bilan des inondations qui ont frappé la capitale Kinshasa s'élève à 33 morts. 10 personnes supplémentaires ont été confirmées mortes par le ministre congolais de l'Intérieur. Au Tchad, après 2 semaines de grève de la Cour suprême, une délégation d'avocats a rencontré hier le ministre de la Justice et le président de la Cour suprême. Ces avocats accusent la plus haute juridiction du pays d'être devenue une zone de non-droit où les décisions sont rendues en dehors de toute règle de procédure et des sursis sont accordés ou non à la tête du client. Les États-Unis, pour terminer, la Cour suprême a suspendu l'interdiction des expulsions de migrants décidée par Donald Trump. La juridiction parle de raisons techniques et évoque une loi d'exception utilisée en temps de guerre. Donald Trump, lui, a évoqué un grand jour pour la justice, même si la bataille judiciaire n'est pas terminée, Suleiman. Merci Georges Détié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Dans notre rubrique Point de vue, nous poserons la question de l'indépendance de la justice sénégalaise à la lumière des dernières déclarations sur ce sujet, notamment celle du président Bassirou Diomaye Faye, du ministre garde des Sceaux Ousmane Diagne et du magistrat à la Cour suprême Aliou Niane. Pour en débattre, nous serons avec nos 2 intervenants du jour, le député Aliou Ndao
ancien procureur de la CREI, et Maître Abibatou Samb, vice-présidente de l'ONDH. RFM Sport. Des sports, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour, Suleiman. Le Sénégal défie la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des cadets. C'est ce qui est ressorti de la troisième journée de la phase de poule de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal qui a battu la Somalie hier et qui hérite donc de la Côte d'Ivoire, l'une des meilleures attaques de cette Coupe d'Afrique face à la meilleure défense de la compétition. Du côté sénégalais, on est prêt à relever le défi, nous dit Sodacham. El Hadj Malick Cissé mi nga xamanteni bokk na ci groupe bi nga xamanteni ñoo jëloon na tournoi bu mujj bu UFOA A bi niki démb lay doga jongante ci CAN gi muy rafetlu nak ndam liñ ci jëlé. On a fait ce qui avait été prévu. On a respecté à la lettre les consignes des entraîneurs. On a joué notre football et on a gagné. Natangom El Hadj Ibrahima Sow mi nga xamanteni mo raté occasion bu njëkk jongante démb bi daal dinay mujjé xar tànk tubayam ba defar ko ci Sur le thème que nous allons retrouver en français tout à l'heure. Dans les autres matchs de quart de finale, le Burkina va jouer contre la Zambie. Le Maroc défiera l'Afrique du Sud et le Mali jouera contre la Tunisie. À Ziguinchor, les journalistes sportifs et autres sportifs de la ville se sont prononcés sur les prestations de l'équipe nationale du Sénégal pour cette phase de poule de la CAN U17. Suivons ce Vox Populus réalisé par Lamine Ba. L'équipe n'a marqué qu'un seul but sur action de jeu. Tous les autres buts ont été l'œuvre du capitaine sur balle arrêtée. Mais maintenant, il faudra accepter quand même qu'une équipe qui se crée des occasions est une équipe qui joue, qui cherche à marquer. Il faudra tout simplement que coach Pif et ses adjoints travaillent la finition chez ces jeunes joueurs. Le Sénégal a fait un match correct hier, même si les supporters attendaient plus de buts. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une équipe cadette composée de jeunes de 15 à 16 ans. Et que tout ne peut pas être parfait parce que, il faut le rappeler, ce sont des jeunes en formation. C'est vrai que l'équipe a vendangé beaucoup d'occasions et n'a pas su profiter de nombreuses balles arrêtées obtenues lors de ces matchs. Travaille jusqu'à une semaine de démarrage de la compétition. Tu perds certains jours, parfois par des tests IRM, parfois par des blessures. Ça se comprend sur la situation de l'équipe. Mais néanmoins, c'est une équipe d'avenir. Après la qualification, nous pouvons voir une autre équipe du Sénégal monter en puissance. Pourquoi pas aller prendre une deuxième CAN d'affilée en U17. C'était pas du tout quand même ce que nous avions l'habitude de voir avec surtout la petite catégorie. Disons que dans cette compétition, nous avons tout le temps été presque leader et même l'équipe la plus redoutable. Mais cette année-ci, il faut dire que nous avons un petit peu constaté que l'équipe du Sénégal a beaucoup de choses à améliorer, surtout au niveau de l'attaque, mais également dans les phases de construction. Coupe du Sénégal et Ligue des Champions en Europe. On joue ce soir. On joue ce soir les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. D'abord à 16h au stade d'Engor. Le Djaraf de Dakar qui joue contre l'équipe de la Renaissance sportive de Yoff. Demain mercredi, Duc contre Guelwaar. Walidan Génération Foot jeudi, Bulldozer face à l'équipe de l'Étoile Lusitana. La Ligue des Champions européenne, on y est pour les quarts de finale aller de cette C1 2025. Ce soir à 19h, Arsenal reçoit l'équipe de Real de Madrid. Le Bayern de Munich jouera contre l'équipe de l'Inter de Milan. Le match Real-Arsenal, ce sera assuré en direct sur RFM à 19h. Merci Malal Junior Diagne. RFM 94.0, la radio en puissance. Retour à l'actualité, à l'information générale avec cette rencontre entre l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, GCO et les associations, les chefs de village de Diogo. Des échanges pour dissiper les tensions, lever les équivoques et faciliter l'acceptation sociale des populations impactées qui ont toujours alerté sur le manque de considération de ces sociétés minières. Selon les responsables de l'ITIE, il y aura plus de contrôle pour amener GCO à mettre en place des projets innovants au bénéfice des populations de Diogo et Lompoul. Reportage Cheikh Diop. Les nombreuses associations de Diogo, d'Aroufal, les personnes affectées par les opérations minières, le cadre de développement des Niayes, les groupements de femmes, associations des jeunes de Diogo, les chefs des villages. L'ITIE
et la GCO se retrouvent autour d'une table ici à Diogo pour faire aboutir les préoccupations majeures des populations de Diogo et Lompoul impactées par la GCO. Docteur Papa Farah Diallo, membre de l'ITIE. Il était important pour nous, Comité national ITIE, de venir d'abord rencontrer les communautés, les écouter, nous enquérir de leurs préoccupations et après amener les communautés avec nous pour venir discuter avec l'entreprise GCO. Mais aussi faire en sorte que les préoccupations des communautés puissent faire écho aux volontés d'investissement social de l'entreprise. Frédéric Zanclan, le directeur général de GCO, dit avoir pris bonne note. Il envisage même de mettre en place une plateforme pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Ils sont venus avec les populations. Nous avons eu une discussion fructueuse et les pistes de solutions ont été élaborées déjà, dont des forats communautaires qui permettraient d'avoir un retour des populations sur nos actions, mais aussi sur leurs besoins. La deuxième maison communautaire a été ouverte à Lompoul récemment. Donc ça rentre dans cette démarche vraiment de transparence. La GCO reconnaît la belle initiative de l'ITIE. D'autres rencontres sont prévues pour des évaluations. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Farba Ngom cautionne encore pour tenter de recouvrer la liberté. Farba met sur la table plus de 44 milliards pour tenter d'humer l'ère de la liberté. Une troisième requête aux fins de cautionnement, constate le journal L'Observateur. Le confrère relève qu'il a gagé 22 titres fonciers récemment expertisés. Ces biens immobiliers sont répartis entre Dakar, Thiès, Mbour et Rufisque, tous estimés à plus de 43 milliards. À cette garantie immobilière, Farba Ngom a ajouté en montant 2 milliards en numéraire, faisant passer la valeur totale de l'offre de cautionnement à 44 milliards 802 millions de francs CFA. Les avocats Numer des Agnam espèrent que cette nouvelle tentative, la troisième depuis son incarcération le 27 février dernier, lui permettra enfin d'obtenir la liberté provisoire. Le quotidien et Source relève que sur les 44 milliards 800, le milliard 600 a été donc collecté par ses soutiens, contributions d'hommes d'affaires et de commerçants établis au Sénégal. Ils ont levé les 270 millions, les 450 millions de francs CFA viennent de la diaspora basée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Le journal Les Échos se demande dans la foulée ce qui retient encore Tahirou Sarr en prison. L'autre milliardaire, mon confrère qui s'interroge, note que les cautionnements ont été effectués en règle avec la loi. Le journal pointe la jurisprudence Mohamed El Mokhtar Diop. Tahirou Sarr a cautionné plus que ce qu'on lui demande. Et les cautions ont été déposées sur autorisation du juge. L'Observateur est revenu sur l'indépendance de la magistrature. Le confrère pointe un héritage conflictuel et les volontés de rupture, mais la dangereuse issue de l'ingérence judiciaire. L'Observateur a donné la parole à Alioune d'Africa Jam Center qui met en garde le régime sur une éventuelle dérive de ce côté-là. Reporters sans frontières, quant à lui, alerte sur les pressions sur les médias au Sénégal, sur la souveraineté économique des médias et les arrestations de journalistes. Le journal LAS note que RSF presse le régime Diomaye Sonko sa volonté tacite de fragiliser l'exercice du métier dans notre pays. En attendant d'en savoir davantage, Vox Populi informe que les nouvelles autorités cherchent à normaliser avec le FMI et le journal note que le Fonds monétaire est disponible pour aider le Sénégal à sortir de l'ornière dans les mois à venir. Walfadri en conclut que le Sénégal se trouve désormais dans l'attente des bonbons, allusion aux bons du Fonds monétaire international. Mais Vox Populi a donné la parole à Maïssa Babou. Il est économiste, pas totalement d'accord avec les FMI, cherche à discuter avec des gens qui ont fait ces dérapages-là. Ce serait une première. Peut-être que les FMI a quelque chose à se reprocher selon lui. Ils étaient présents, regardez, ils voyaient comme avec les fonds Covid, ils n'ont rien dit. À la une du journal Le Quotidien, les États-Unis qui imposent leurs taxes au monde, le Sénégal se dédouane, tous les pays du monde affectés tentent de se réajuster. La fin de l'AGOA risque d'aggraver la situation de pays comme le Sénégal. Commentaire de sucré salé, focus est le terme à la mode dans le Sénégal nouveau pour ne pas se laisser distraire par les nostalgiques de l'ancien pouvoir sanguinaire et machiavélique déchu, entre guillemets bien sûr. Les partisans du projet préfèrent river le regard sur la vision 2050 et garder le cap sur le redressement d'un pays assorti du gouffre du 4e sous-sol,
Concentré sur les futurs revenus du pétrole et du gaz qu'Aliou Sall n'a pu refiler à Franck Timis, ils ont négligé le fait que Trump frappe de taxes tous les produits qui entrent sur son territoire. Quel patriote va donc lever les yeux de son cap pour se pencher sur cette question et en étudier les effets chez nous, s'interroge encore la publication. Bonne nuit à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Comment préserver et renforcer l'indépendance de la justice, c'est la question à l'ordre du jour de notre débat d'aujourd'hui. Suite, en tout cas, à la lumière des dernières déclarations du président de la République, du garde des Sceaux et d'un magistrat ou d'un haut magistrat de la Cour des comptes, le président de la Chambre de discipline financière, Aliou Niane. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons deux intervenants aujourd'hui. Monsieur Aliou Ndaou, député et ancien procureur à la CREI, président du Parti pour la justice, la démocratie et le développement And Dokhaldeg, et Madame Abibatou Samb, avocate, vice-présidente de l'ONDH. Maître Samb, bonjour. Oui, bonjour. Je commence avec vous. Vous avez suivi la déclaration du garde des Sceaux, ministre de la Justice, devant les députés. Ousmane Diagne, qui a clairement dit qu'il ne mettrait pas de pression sur les magistrats du siège, dont il était satisfait du travail routinier de service public de la justice. Vous avez également entendu ce que certains ont considéré comme une réponse du président de la République à cette sortie du garde des Sceaux, en disant que il fallait aussi respecter le temps du peuple par rapport à la diligence que la justice devait apporter dans le traitement des dossiers. Et enfin, vous avez certainement suivi Monsieur Aliou Niane, le président de la Chambre de discipline financière à la Cour des comptes, qui a dit qu'il défendrait l'indépendance de la justice jusqu'au bout et qu'il n'obéirait, en tout cas que la justice n'obéirait, la Cour des comptes en tout cas n'obéirait à aucun pouvoir. L'indépendance du pouvoir au Sénégal est-elle en danger? Si oui, que faudrait-il faire pour la préserver et la renforcer? Alors, je vous remercie de l'invitation et je pense qu'il faut revenir un peu aux fondamentaux de notre démocratie, à savoir cette fameuse séparation des pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et en considération de cela, je pense qu'il est extrêmement important que le pouvoir judiciaire puisse s'exécuter, se déployer en toute indépendance. Maintenant, relativement aux différentes déclarations, moi j'étais, en tant que femme de droit, très rassurée par la prise de parole du garde des Sceaux lorsqu'il indique très clairement qu'il n'acceptera pas de faire pression sur les magistrats du siège. C'est absolument comme cela qu'une justice qui fonctionne doit fonctionner. Pardonnez la répétition, et j'étais très rassurée de le voir prendre cette position-là devant les députés pour que les choses soient claires une bonne fois pour toutes. Alors, relativement aux déclarations du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, alors, j'ai vu toutes les analyses qui ont été faites autour de ça, allant dans le sens de dire on ne peut pas indiquer que c'est au peuple de faire, entre guillemets, pression sur la justice. Moi, je n'ai pas une analyse aussi extrémiste de sa déclaration. J'ai envie de dire qu'en réalité, c'est peut-être une formulation un peu maladroite, mais dans tous les cas, il n'est pas du ressort du président de la République de nous dire aujourd'hui, allez mettre la pression sur la justice pour ceci ou cela. Il appartient au peuple, notamment dans le cas des victimes des événements passés, de février 2021 à 2024, si toutefois, avec cette loi interprétative, les victimes souhaitent aller saisir
la justice, elles ont toute la latitude à ce moment-là de le faire avec cette loi interprétative. Pour les victimes décédées, ça, effectivement, le parquet peut actionner ce qu'on appelle l'action publique et éventuellement poursuivre, parce que nous sommes en matière criminelle, et en matière criminelle, le parquet peut s'autosaisir ou doit même s'autosaisir pour mener une enquête. C'est l'utilisation du mot pression qui est sujet à caution. Est-ce que le peuple, si tant est que cela ait un sens juridique, disons, doit exercer une pression ou juste exercer des voies de droit qui sont mises à sa disposition pour obtenir une décision de justice dans des délais raisonnables? Mais justement, à ce propos, quel est le juste milieu? Où faut-il mettre le curseur et par quels moyens doit-on obtenir dans des délais raisonnables des décisions de justice d'après vous? Alors, d'après moi, la première chose, quand on se dit victime d'une infraction, de quelque bord que ça puisse venir, on doit commencer par saisir la justice. D'accord? Une fois qu'elle est saisie, il faudrait que les décisions soient rendues dans un délai raisonnable. Et aujourd'hui, j'étais personnellement dans la commission réforme des assises de la justice. Le constat, il est là. Nous sommes tous d'accord sur une chose. Il y a des lenteurs judiciaires dont il faudra trouver des solutions pour essayer justement d'apporter des réponses dans des délais raisonnables. Donc pour moi, aujourd'hui, le principal problème de la justice, c'est un problème de main-d'œuvre disponible. On doit avoir suffisamment de magistrats, suffisamment d'avocats, suffisamment de greffiers pour que le traitement judiciaire puisse se faire, encore une fois, je me répète, dans des délais raisonnables. Et le Sénégal est loin du compte de ce point de vue-là en termes de normes reconnues internationalement. Absolument. De ce point de vue, il y a beaucoup d'efforts à faire. Et c'est pour ça que je salue également les réformes qui sont annoncées par le président de la République, notamment la mise en place d'un juge des libertés et de la détention. C'est quelque chose que nous, acteurs du domaine de la société civile, des droits de l'homme, c'est quelque chose que nous avons très souvent réclamé justement pour limiter les pouvoirs du procureur de la République, du parquet, par rapport à certaines situations qui peuvent mener à un placement sous mandat de dépôt ou des procédures de retour de parquet. Le président de la République qui a également annoncé des recrutements, notamment au niveau du centre de formation judiciaire. C'est l'une des contraintes, c'est-à-dire la contrainte de moyens humains. Si on en vient maintenant à la sortie du président de la Chambre de discipline financière de la Cour des comptes, le magistrat Aliou Niane, qui réaffirme l'indépendance de la Cour des comptes en tant qu'institution judiciaire. Finalement, est-ce que la notion d'indépendance de la justice a véritablement un sens quand on sait que de toute façon une décision de justice fera l'objet toujours de critiques, notamment des partis qui se sentiraient, lésés par cette décision? On parlera toujours d'une justice aux ordres d'un camp ou de l'autre. Alors, si vous voulez, moi je vous donne mon sentiment. J'ai toujours dit et écrit que j'ai foi en la justice de ce pays. Et la preuve, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a fallu se dresser et redresser un petit peu tout ce qui se passait dans notre pays, il s'est tenu debout et a rendu les décisions de justice qui s'avéraient nécessaires. Donc moi j'ai foi en la justice de ce pays-là. Maintenant, en termes d'indépendance, c'est aussi pour ça qu'il existe des voies de recours. Si toutefois on n'est pas satisfait d'une décision, on a toujours la latitude de saisir l'institution qui est supérieure, la juridiction qui est supérieure, pour justement contester le sens d'une décision ou d'une autre. Je ne pense pas que l'indépendance de la justice, qu'on puisse la remettre en question pour des considérations personnelles et subjectives. Parce que ça arrive trop souvent dans notre pays. Quand une décision va dans votre sens, vous trouvez que la justice est indépendante. Quand c'est contre vous, oui, c'est parce qu'il y a eu des manipulations. Je pense qu'il faut redonner aux magistrats leur place centrale dans ce pays. Ce sont eux qui rendent la décision en leur pleine conviction personnelle et sur la base des éléments de dossier qu'on leur fournit, des éléments de preuve, leur intime conviction. Je pense qu'on doit leur reconnaître cela
et user des voies de recours aussi bien sur le plan national qu'international qui s'imposent lorsque, évidemment, on n'est pas satisfait d'une décision qui est rendue par la justice. Mais justement, ne Maître pas en question l'indépendance de la justice. Alors, de toute façon, certains disent qu'il n'est de justice indépendante qu'à travers l'indépendance des acteurs et notamment des magistrats. Vous évoquez le principe sacro-saint de la double juridiction, du double degré de juridiction, notamment les recours en appel ou la cassation, ce genre de choses. Or, dans nos hautes juridictions, on note que parfois le traitement des dossiers est asymétrique dépendant du type de dossier. On verra que sur les questions politiques, ça peut beaucoup durer. On a vu par exemple sur le recours qui a été introduit par les partisans de Barthélémy Diaz par rapport à sa déchéance en tant que maire de Dakar et d'autres dossiers dans le passé qui ont été, ces hautes juridictions ont été critiquer, que ce soit la Cour suprême ou le Conseil constitutionnel, par rapport au délai de traitement de ces sujets. Ce qui nous ramène à la question initiale qu'on a posée. Est-ce que la justice doit quand même s'imposer des règles? Parce que dans ces hautes juridictions, le problème quand même de la disponibilité des ressources ne se pose pas, puisque la loi fixe le nombre de membres du Conseil constitutionnel et organise la Cour suprême en chambre qui sont bien dotés en personnel. Je comprends cette analyse et c'est quelque chose que nous percevons par moment. C'est-à-dire que suivant, et ça ce sont généralement les dossiers à connotation politique, suivant qu'on est d'un côté ou de l'autre, ça peut aller plus vite que dans d'autres situations. Ça, c'est quelque chose de regrettable. Mais retenons une chose. L'égalité de tous devant la justice doit être garantie par l'État, par nos institutions qui sont là. L'égalité de tous devant la justice. Donc, si aujourd'hui, il y a une lenteur dans tel domaine, ou dans certains dossiers qu'il y ait une accélération, c'est normal que l'opinion publique puisse se poser des questions. Et là-dessus, nous avons évoqué ces différents points au cours des assises. C'est dans le rapport qui a été déposé auprès du président de la République. Et je pense que les prochaines réformes permettront éventuellement de revenir sur ça. Il y a l'affectation, l'avancement des magistrats du siège qui dépend plus ou moins de l'exécutif. Ça, c'est quelque chose peut-être sur lequel on pourrait revenir. Il y a encore des choses à faire pour garantir davantage cette indépendance dont nous discutons depuis tout à l'heure et permettre aux citoyens lambda de considérer que ce n'est pas parce que c'est moi que ça n'avance pas, il devrait y avoir un traitement équitable. Et voilà. Et ça passera aussi sur la fixation de délais de traitement maximum pour certaines procédures. Je vais donner juste pour exemple en matière criminelle, où la procédure d'enquête judiciaire n'est pas cantonnée dans un délai. C'est ça. Alors pour l'un, ça sera 2 ans, pour l'autre, ça prendra 10 ans, 15 ans, et il suffit juste qu'il n'y ait pas d'avocat dans le dossier pour que, entre guillemets, le dossier traîne. Les magistrats en charge de ces affaires-là étant totalement débordés avec des centaines, pour ne pas dire des milliers de dossiers par cabinet. Donc, il faut revenir à ça, faire les réformes qui s'imposent. Parce qu'un pays qui marche, c'est d'abord une justice qui marche. Tant que les gens auront le sentiment qu'il y a une justice à deux sens, à double vitesse, c'est toujours un facteur qui peut générer, bien entendu, des tensions, voire même des violences dans notre pays. En somme, il faut non seulement initier les réformes, mais appliquer les réformes qui ont fait l'objet d'un consensus. On a évoqué la question de la cour constitutionnelle, si je ne m'abuse, la question du juge des libertés, mais il y a la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, problématique du cordon ombilical qui lie le procureur au garde des Sceaux, enfin au ministère de la justice. Quelle est votre conviction sur ce sujet-là? Il y a deux extrêmes. Certains pensent qu'on ne peut pas découpler les deux. D'autres pensent qu'il faut aller jusqu'à complètement couper le cordon ombilical. Moi, je pense que c'est pas mal si l'exécutif a un regard sur ce qui se passe, mais pas qu'il y ait un pouvoir de décision sur l'affectation et autres. Je pense qu'il faudrait scinder les deux choses.
Le président de la République avait annoncé, ça tout le monde le reprend, son retrait du Conseil supérieur de la magistrature. Finalement, il y a eu quelques discussions. Pour avoir moi-même, je l'ai dit tout à l'heure, fait partie de la commission réforme, je sais qu'il y a eu des débats. Il y a certains magistrats qui ont considéré que le président peut rester, d'autres qui ont souhaité qu'il s'en retire. C'est un corps de métier. Je pense que leur avis compte. Si aujourd'hui le président est maintenu dans le Conseil supérieur de la magistrature, il faut juste qu'il sache qu'il a un regard, celui du Sénégalais, et du représentant du Sénégal, et pas le regard d'un membre d'un parti en particulier pour avancer ou sanctionner les gens en fonction de leur corps politique. Donc aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui devrait être maintenu? Ça pose problème, surtout que, en termes d'indépendance de la justice, les gens sont toujours en train de se poser des questions et de se questionner si toutefois il reste qu'il ait un regard, celui du représentant des Sénégalais, pour encadrer tout ceci et ne pas aller dans le sens d'un partisanisme, pardonnez l'expression, ou autre position qui pourrait laisser place à la confusion. Merci. Merci, Maître Abibatou Samba, avocate vice-présidente de l'ONDH. Vous avez sans doute dû le relever. Nous n'avons pas pu entrer en contact avec le député Alioune Daou, député et ancien procureur à la CREI, président du Parti pour la justice, la démocratie et le développement And Doxal Deug. Son témoignage et son analyse auraient certainement été d'un grand éclairage sur ce sujet. Nous ne désespérons pas de l'avoir dans la version Wolof de ce débat. 12h51, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer et à vous la présenter. Chef d'édition Awambaï, réalisation Anna Rocha, la mise en onde Abdoulaye Diop, à la production Alioune Ba. À 13h, retrouvez Boubacar Dien pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des